Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette interview et cet apéro d'auteurs. Ce soir, nous allons prendre un verre et évoquer un livre absolument passionnant qui s'appelle « Elles ont suivi de Gaulle » et je suis avec son auteur, Sébastien Albertelli. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'auteur. On va découvrir cet aspect totalement méconnu, en tout cas très souvent méconnu, qui est la présence de ces femmes qui se sont retrouvées à Londres, sur les traces du général de Gaulle, pour s'engager dans un corps militaire. Ça n'était pas les seules femmes à Londres, mais c'était les femmes engagées militairement aux côtés du général de Gaulle et de la France libre, avec vous, pour découvrir cette aventure passionnante et cette série de destins souvent étonnants aujourd'hui. Alors, nous sommes autour d'un verre, c'est un apéro. Nous avons choisi de vider une bouteille avec vous, monsieur l'auteur, puisque c'est la consigne qu'on nous a donnée, qui est une bouteille de Porto, que je montre à tous. Vous avez un Taylor's de 10 ans d'âge, qui doit être absolument fameux. Pourquoi avons-nous choisi cette boisson? Parce qu'à Londres, pendant la guerre, c'était la boisson habituelle des Anglais, et donc de ce fait d'une partie des Français libres. Alors est-ce que le général de Gaulle buvait lui-même du Porto? Votre livre ne nous le dit pas, mais vous nous le direz l'année prochaine, sans doute. En tout cas, je voudrais partager avec vous ce verre que je vais remplir. Ça n'est pas de la fiction, c'est un vrai verre et c'est du vrai Porto. Et peut-être pouvons-nous, en ouverture, trinquer à ces femmes, ce millier de femmes, vous nous direz combien vous étiez, qui ont pris tous les risques pour franchir un certain nombre de pays et d'océans et rejoindre le général de Gaulle. Donc je trinque à leur santé et à leur chef, à celle qui était leur chef. Alors peut-être première question, nous sommes réunis pour boire, c'est très agréable, mais nous sommes réunis autour de ces femmes. Au fond, qu'est-ce qui fait que ces femmes se retrouvent tout d'un coup à faire le choix, à prendre le risque, souvent dès le début des années, dès l'effondrement, dès l'armistice, peut-être parfois avant, de retrouver le général de Gaulle? Donc, les conditions dans lesquelles elles se retrouvent à Londres pour rejoindre le général de Gaulle sont assez variables. Il y en a qui étaient déjà à Londres, et puis certaines qui vont partir de France au moment de l'effondrement du pays en 1940, d'autres qui vont traverser quasiment la planète pour le rejoindre. Et les motivations qu'il y a derrière, c'est très souvent des motivations patriotique. Il faut dire que quand on lit les textes de l'époque, c'est ça qui est passionnant, d'aller lire les lettres qu'elles écrivent à l'époque, les journaux intimes qu'elles écrivent à l'époque, on a des mots très très forts sur la condamnation de la manière dont Vichy se laisse faire par les Allemands, sur la chape de plomb qui s'abat sur tout le monde en 1940, et puis le bonheur qu'il y a à écouter, à entendre le général de Gaulle à la radio, plusieurs le disent, et donc en fait à savoir qu'il y a un espoir malgré tout, qui se maintient et elles ont envie de participer à cette aventure collective. Alors l'une d'elles, Simone Mathieu, le dit, un triple idéal a toujours guidé ma vie. Dieu, ma patrie, ma famille. Mais ma patrie vient avant ma famille. Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité, le cœur déchiré, à me séparer de mes 2 enfants qui sont restés là-bas. Et de ne plus les revoir jusqu'au jour où les forces françaises libres, dont je suis fier de porter l'uniforme, auront libéré la France avec le concours des armées alliées. Elles étaient toutes animées de la même ferveur patriotique? Alors, elles sont 600 environ. Évidemment, sur les 600, on pourra trouver des exceptions. Il y a notamment, il y a beaucoup de jeunes filles qui s'engageront, disons, à partir de 1943 et qui verront dans le fait de devancer l'appel d'une certaine façon un moyen d'échapper à des choses plus dures encore, par exemple le fait d'aller servir dans une usine à Manchester ou à Liverpool, qui aurait été plus compliqué. Mais enfin, disons que c'est quand même un leitmotiv. On a vraiment cette motivation qui revient très fortement chez ces jeunes femmes. Alors ces femmes ont des visages, elles s'appellent Moon, elles s'appellent Mona, elles s'appellent Clémy de Lépine, elles s'appellent Tereska Wartz, elles s'appellent Hélène Terré, elle s'appelle, je crois, Madame Massu, Madame Torres Massu. Alors non, Madame Massu, future Massu, en fait, Madame oui. Torres, à cette époque-là, ne fait pas partie de cette unité-là. Ah, elle arrivera en Afrique du Nord en 1943. Ah. Enfin, c'est une aventure qui ressemble. Qui ressemble. Oui. Alors, est-ce qu'on peut illustrer à travers ces visages de femmes un parcours que vous estimez être parmi elles, oui. Ou Madame Terré, qui a été leur chef, une aventure qui illustre bien le parcours de ces femmes à travers une de ces femmes célèbres? Alors,
si vous voulez bien, je vais prendre celle qui était mon amie. Ce livre part de rencontres à vous ne les faites pas. Et deux de ces femmes étaient des amies, elles sont aujourd'hui disparues, mais c'est elles qui m'ont donné envie d'en savoir davantage. Vous avez parlé d'elle, elle s'appelait à l'époque Tereska Schwarz, et elle s'est ensuite appelée Tereska Torres, parce qu'elle s'est mariée en 1944 à Georges Torres. Et c'est une jeune fille. En 1940, c'est une jeune fille d'origine polonaise, juive, convertie au catholicisme avec ses parents, et dont le père d'ailleurs sert dans l'armée en 1940. Elle n'a pas la moindre idée d'où il est. Et puis avec sa famille, elle s'enfuit, elle prend un des derniers bateaux pour s'enfuir vers l'Espagne, le Portugal, et elle découvre que son père, qui sert dans l'armée polonaise, s'est réfugié en Angleterre. Et elle fait tout pour le rejoindre en Angleterre. Et là, elle entend parler du général de Gaulle avec énormément de fierté. Et elle ambitionne de servir dans l'armée du général de Gaulle. Et elle va donc le rejoindre. Elle arrive à Londres, elle a 18 ans, elle s'engage, porte l'uniforme, ce qui n'est pas banal pour une jeune fille quand même de l'époque. Et puis on peut suivre son aventure. Elle va découvrir la France libre, elle va découvrir ce que c'est que rentrer dans une armée. Elle va avoir beaucoup de mal parce que c'est une jeune fille qui n'a pas, disons, l'esprit militaire, qui est une jeune fille de son âge et qui trouve que quand même la discipline c'est vraiment très très dur, qui va aussi, parce qu'elle a 18 ans, découvrir la vie d'une jeune fille, qui va découvrir l'amour, qui va aspirer à faire quelque chose d'important, qui va aspirer à partir en France comme espionne, qui ne partira pas, mais enfin qui aspire à de grandes choses, trouvera finalement l'amour en 1944 avec Georges Torres, se marie en mai 1944 et son mari part en Normandie et il est tué en octobre 1944, donc elle est tout juste veuve quand elle l'accouche quelques mois plus tard. Donc on a là vraiment une histoire tragique, comme il y en a d'autres. Elles ne sont évidemment pas toutes aussi tragiques, mais enfin, ce sont des vies pleines. Oui, voilà. Avec des parcours extraordinaires. Quand on voit celui de Moon et Mona qui partent de Nouvelle-Calédonie, qui passent par Panama, qui s'arrêtent, je crois, en Australie avant, qui vont à Panama, puis au Canada, avant de rejoindre. Certaines sont sur des bateaux qui sont torpillés plusieurs fois. Enfin, on voit un engagement absolument extraordinaire. Et alors, vous disiez, elles aspirent à servir, mais justement, à quoi vont-elles servir ou qui vont-elles servir? Elles arrivent à Londres. Et comment ça se passe? Alors, elles arrivent à Londres, effectivement, elles sont enrôlées, et puis ensuite, cette unité sert en fait à alimenter, disons, tous les états-majors de la France libre, puisque la France libre est très très pauvre en hommes, et par conséquent, le général de Gaulle a pris la décision, qui va être renforcée en 1942, que les jeunes hommes ou les hommes en âge de combattre ne peuvent pas être à Londres, ils doivent être dans les unités combattantes. Et donc, il faut remplacer ces hommes. Il n'y aura jamais assez de femmes pour remplacer les hommes d'ailleurs, mais voilà. Donc, elles vont faire beaucoup elles vont être secrétaires, beaucoup évidemment, dactylographes, mais elles vont aussi être conductrices, infirmières, elles vont être... alors, ça sont des missions assez traditionnelles. Et puis, certaines s'en contentent très très bien. Vous avez des jeunes femmes qui servent dans des restaurants ou qui dirigent la cantine. Et ça correspond en gros à leur activité dans le civil. Les roofkeepers qui sont sur les toits, regarder l'arrivée des avions allemands. Exactement. Voilà. Mais certaines ne s'en contentent pas. Voilà. Certaines aspirent à davantage, beaucoup aspirent peut-être pas à combattre comme peuvent le faire à l'époque les soviétiques par exemple, mais à au moins être à côté des combattants, accompagner les soldats pour courir les mêmes risques qu'eux. Voilà. Et puis certaines quand même, vous parliez de ces deux néo-calédoniennes, Raymonde et Raymonde, qui, elles, aspirent vraiment à aller au feu. Et donc, en règle générale, soit elles vont le faire en Italie, par exemple, pendant la campagne d'Italie, en Normandie. Après le débarquement en Normandie, plusieurs seront très gravement blessés en Normandie. À Carhaix, vous citez un exemple où le Jeep est... Exactement, là où le colonel Chandon a été tué. On connaît le colonel Chandon qui était un compagnon de la Libération, qui a été fait compagnon de la Libération. 3 femmes étaient dans la Jeep, dont la conductrice, et lui est mort. Les 3 femmes ont été très gravement blessées et laissées pour mortes par les Allemands. Alors, elles rêvent toutes, certaines rêvent, vous le dites, d'être dans l'action militaire, d'être parachutées en France. En fait, il n'y en aura pas tant que ça, mais même globalement, on a le sentiment que les femmes à Londres sont dans des fonctions d'appui et de support. Selon le principe, une femme en support, c'est un homme de plus qui combat.
Il n'y aura qu'une femme pilote d'ailleurs dans les FAFL, qui est Margot Duhalde, qui fera du transport d'avion. Exactement, elle ne sera pas engagée au combat comme les femmes pilotes russes. Et du coup, nos volontaires, qui partent, accomplissent quel type de mission? D'abord, est-ce qu'il y en a qui sont parachutés en France? Et est-ce qu'elles font d'autres missions de guerre? Alors, il y en a qui sont parachutés en France, il y en a une petite dizaine qui sont parachutés en France. Là aussi, elles font des choses, le plus souvent, qui sont considérées comme des fonctions plus féminines. Agents de liaison, par exemple, ou même, ce qui est assez paradoxal, opératrices radio. Elles entretiennent la liaison avec Londres. Il y a une exception, Jeanne Boeck, qui est une toute petite femme qui va suivre, dont le métier à Londres, elle est chimiste. Elle s'est évadée de Brest le 18 juin 1940 à bord d'un petit navire et en tant que chimiste, elle conçoit des explosifs à partir de produits du commerce qu'elle enseigne aux saboteurs qui partent en France. Et puis, elle a envie à un moment d'aller faire elle-même du bruit en France. Elle se porte volontaire. On commence par lui dire non parce qu'au départ, les services n'en veulent pas. Et puis en 1943, on a besoin de beaucoup de monde. Et donc, elle suit la même formation de commando, d'agent que les hommes. C'est un tout petit bout de femme très volontaire qui va suivre cette formation très exigeante jusqu'au bout. Elle va être parachutée à côté d'Alençon dans l'Orne et puis elle va ensuite faire sa mission en Bretagne pendant des mois d'instructrice de sabotage. Donc elle a sa petite valise avec son petit matériel de saboteur et puis elle réunit quelques résistants et elle leur apprend à se servir en fait du matériel qui est parachuté par les Britanniques. Mais la motivation de ces femmes est restée intacte jusqu'au bout parce qu'on voit qu'elles sont ensuite allées à Alger, puis à Paris, certaines ont suivi en Allemagne. Le fait d'aspirer à combattre sans être, tout en étant dans une unité militaire, mais sans combattre réellement, au feu en tout cas, n'a pas atteint la motivation de ces femmes. Alors, d'une façon générale, non, elles sont restées effectivement très motivées. Alors, certaines s'arrêtent à Paris il y a de multiples raisons qui peuvent justifier qu'elles s'arrêtent, disons, à Paris au moment de la libération de la France. Mais enfin, un certain nombre, effectivement, assez nombreuses, vont aller jusqu'en Allemagne, vont participer notamment à la libération des camps et à la prise en charge des déportés et des prisonniers avant leur rapatriement en France. D'accord. Alors, elles arrivent à Londres, elles sont affectées à des services. Et puis, à un moment, certaines, peut-être pas toutes, rencontrent le général de Gaulle. Et là, vous dites, il y a quelques jours, Mona a été reçue par le général de Gaulle. Quand Mona est sortie du bureau, elle s'est jetée dans mes bras et elle a pleuré sur mon épaule sans pouvoir se calmer. Tant elle était émue et heureuse. Je la comprends car de Gaulle, c'est un dieu pour nous. Et de plus, il ne reçoit pas tout le monde. Je sais qu'il s'intéresse particulièrement à nous. Alors la question qu'on vous pose, c'est... Le général de Gaulle n'a jamais passé pour être un homme à femme. Est-ce que... Pas dans sa période londonienne en tout cas. Ça sera peut-être votre prochain livre. Bon, en tout cas, comment elles vivent Dieu, comme le général de Gaulle, et le général de Gaulle comme Dieu. Mais cela dit, quel est le regard que le général porte sur ces femmes qui arrivent, qui veulent le voir et qui s'engagent? Est-ce que c'est un regard purement utilitariste ou est-ce que ça va au-delà? Ces femmes, vous le dites suffisamment, étaient féminines sans vouloir être féministes. Donc comment les voit-il à tous les plans, et opérationnels et voire politiques? Alors, on a relativement peu d'informations. Il y aura eu très peu de femmes dans le Conseil de la Résistance. Hein. C'est le Conseil national de la Résistance. Voilà. Donc on a relativement peu d'informations. Si on se base sur ce que le général de Gaulle a écrit dans ses mémoires, malheureusement, il ne leur accordait pas une énorme place puisque ça tient en une ligne. Donc voilà, il salue le travail de ces merveilleuses jeunes filles, mais bon, voilà, ça s'arrête là. Ceci dit, à Londres, il a quand même manifesté son soutien. D'abord, il a accepté la création de cette unité qui n'avait existé dans aucune armée française. Donc il a accompagné cette création. Et puis, Noël 1940, par exemple, il a passé, lui et toute sa famille, ont passé le réveillon de Noël à la caserne des femmes. Donc il y a un vrai attachement à ces femmes. Il a beaucoup de respect pour Hélène Terré, qui dirigera l'unité, qui est une des seules femmes à avoir un peu de pouvoir quand même au sein de la France libre. Alors, vous le disiez, effectivement, ce ne sont pas des féministes. C'est-à-dire qu'elles demandent à servir, et elle ne demande rien d'autre. Au début de la guerre, du moins. Même une femme comme Hélène Terré, au début de la guerre, prend soin de rassurer les hommes. Ne vous inquiétez pas, nous retournerons en cuisine dès que les affaires sérieuses seront terminées.
mais elle-même évolue. Et à la fin de la guerre, alors qu'elle plaidait pour le retour aux cuisines, à la fin de la guerre, son discours, c'est plutôt « les femmes ont servi dans l'armée pendant la guerre, il n'y a pas de raison qu'elles ne puissent pas le faire pendant la paix ». Donc elle change un petit peu, mais elle le fait de façon assez discrète. Pour le général de Gaulle, il est bien entendu que les femmes peuvent servir, il reconnaît qu'elles peuvent servir, il entend qu'elles le fassent avec discrétion. Il entend qu'il n'y ait pas une revendication forte féministe, ça aurait été inconcevable au sein de la France libre. D'accord. Alors elles arrivent, elles sont la plupart en caserne, du côté de Hyde Park, en tout cas dans un premier temps, puisqu'elles vont déménager après. Et donc racontez-nous un peu cette vie. Prenez un verre, vous allez en avoir besoin, parce que la vie en caserne n'est pas toujours très gaie. Et moi, ce qui m'a frappé, et puis on va rentrer un peu dans leur vie à Londres et leur vie intime même, grâce à vous, c'est ce que dit le journal de Teresa Schwartz et les souvenirs de Raymond Jor, qui disent « Il y a chez nous très peu d'esprit de camaraderie. Cet esprit n'existe presque pas chez les femmes, et surtout chez les Françaises. Elles n'ont pas la même idée de ce que les Anglais appellent être sport. Elles se jalousent, elles s'espionnent, elles se cafardent. Ces femmes soldats ne devraient vivre qu'en vue de leur idéal, mais dans leur caserne règne un climat de maison de correction. » Bon, alors évidemment on tombe un peu de haut naturellement. Alors, on tombe de haut, cette ambiance. Oui, mais de la même façon, le parallèle me vient maintenant, qu'on tombe un petit peu de haut quand on apprend que le CNR, qu'on évoquait tout à l'heure, a été créé notamment par deux hommes, Moulin et Brossolette, qui, bien qu'ils aient partagé le même idéal, étaient, disons, dans des relations assez compliquées. Voilà. Bon, alors en plus, là, on a affaire à des jeunes femmes qui sont enfermées quand même dans une caserne et qui expérimentent. Alors, certaines ont déjà l'expérience de l'enfermement, c'est généralement dans des institutions religieuses. D'ailleurs, Tereska, quand elle arrive à Londres, appelle sa capitaine puis commandante ma mère. Elle se trompe parce qu'elle a l'habitude d'être voilà, dans son institution religieuse. Donc, elle a une certaine habitude de ça malgré tout, mais toutes presque trouvent très très dur les contraintes de la vie de caserne, parce que la vie de caserne, c'est bien sûr l'uniforme, ce sont les sous-officiers, femmes, mais des sous-officiers qui, comme dans toutes les armées du monde, ont pour rôle de faire respecter les règles, les règlements, et qui punissent, et qui punissent pour 1000 raisons, parce que les cheveux sont un tout petit peu trop longs, parce qu'on s'est mis du rouge sur les lèvres, enfin 1000 raisons qui font qu'on peut les détester. Et donc, je dois dire que les textes de l'époque témoignent du fait qu'elles n'aiment pas beaucoup la caserne et qu'elles aspirent toutes à partir le plus vite possible de la caserne. Mais alors, il y a un moment, elles se révoltent. Bon. En 41, en février 41, le féminisme, ou la féminité plus exactement, prend le dessus et elles décident de s'attaquer à l'uniforme qu'elles portent. Et vous le citez, c'est un moment tout à fait passionnant. À l'appel du matin l'autre jour, nos officiers ont dû avoir vent de notre décision, à plusieurs d'entre nous, de raccourcir les jambes de nos culottes réglementaires en jersey kaki. Suivant les indications d'Yvonne, nous les avons coupées de façon à éviter qu'elles ne nous tombent sur les genoux et nous les avons transformées en petits slips très élégants. Arrivée des officiers, appel des noms, puis le lieutenant Burdet s'avance vers Moon et lui commande de relever sa jupe. Ce que fait Moon, découvrant ses jolies cuisses et un petit slip arrivant juste en haut des bas. Burdet passe à Claire, à Rachel, Jackie, Yvonne, moi, Josette, etc., son indignation ne cesse de croître à la vue du sacrilège, du vandalisme, des uniformes raccourcis. Nous avons eu droit à un discours en règle sur le crime d'atteinte à la propriété de l'armée et à une punition générale des coupables. Alors, leur rapport à l'uniforme est, à mon sens, très caractéristique de leur vie de l'époque. C'est-à-dire que d'un côté, elles sont extrêmement fières de porter l'uniforme. On leur fait coudre sur la manche un petit écusson de France. Elles sont vraiment très très fières, elles le disent toutes. Elles sont très fières de défiler en uniforme en même temps que les hommes. Et en même temps, elles détestent cet uniforme. Et en particulier, alors c'est très caractéristique d'une époque, cet uniforme, il a été conçu pour des Anglaises, puis après par des Américaines. Et donc, par définition, il est mal fait. Il n'est pas adapté à une femme française qui doit être beaucoup plus élégante qu'une Britannique. Et donc, très rapidement, parce que ce sont des femmes qui, à cette époque, savent toutes manier le fil à coudre, effectivement, elles remanient leur uniforme pour le rendre, comme elles le disent, plus français, c'est-à-dire beaucoup plus élégant. Alors je passe sur le port du calot et la longueur des cheveux, là c'est une science qu'il faudra un jour creuser. Vous disiez, elles sont enfermées, je voudrais rebondir sur ce sujet. Certaines ont été enfermées dès leur arrivée.
parce que les Anglais se méfiaient terriblement de ces femmes qui arrivaient, avaient une peur de l'espionnage, mais ça touchait aussi les hommes. Et Hélène Terré, notamment, qui a été le chef de ce corps, a elle-même passé un certain nombre de semaines, si ce n'est de mois, assez longs dans les prisons anglaises. Alors pourquoi et au fond, qu'est-ce qui explique que malgré tout, devait-elle avoir l'engagement patriotique chevillé à l'âme pour survivre à 6 mois, parfois plus, de prison en Angleterre? Quel était l'accueil des Anglais? Alors ça, c'est l'accueil militaire, et globalement l'accueil civil également. Est-ce qu'elles ont réussi à se fondre dans la société londonienne? Alors, plusieurs choses là. Oui. L'accueil des civils a toujours été célébré, dès l'époque. C'est-à-dire que ces jeunes femmes, enfin je dis jeunes, il y en a qui sont un peu moins jeunes, mais enfin dans l'ensemble elles sont assez jeunes, bénéficient d'un accueil extraordinaire. Elles sont militaires mais elles ont des permissions et donc toutes les 6 ou 7 semaines, elles partent dans des familles anglaises qui proposent d'accueillir des Françaises. Donc elles sont accueillies un petit peu partout. Et même à Londres, dans les restaurants, elles sont applaudies, il y a des gens qui payent les repas. À leur place, tout à fait, tout à fait. Donc là, il y a vraiment une vraie gratitude à l'égard de la population anglaise, incontestablement. Après, du point de vue militaire, c'est évidemment une autre histoire. C'est-à-dire que l'Angleterre est une île, l'Angleterre est en guerre, l'Angleterre a peur effectivement du fait que les Allemands puissent envoyer des espions ou des agents clandestins, et donc l'Angleterre se protège et soupçonne un petit peu tout le monde. Alors le cas d'Hélène Terré est un petit peu particulier. Les autres, la plupart du temps, quand elles sont soupçonnées, c'est en fait en raison de l'homme avec lequel elles arrivent. Quand elles arrivent avec un homme qui est soupçonné pour X ou X raisons, eh bien, elles sont associées évidemment à la suspicion et elles sont internées pour être interrogées puis réinterrogées, souvent pendant de longs mois. Alors aujourd'hui, les archives permettent d'avoir les textes de ces interrogatoires et donc ça permet de voir aussi les doutes parce qu'elles-mêmes se mettent souvent à douter de l'homme qu'elles accompagnaient, qui est souvent leur compagnon ou leur mari, et elles finissent par se demander si effectivement il n'y a pas un problème. Bon, c'est très rare en réalité. Ou par l'épouser en 47, comme c'est le cas de... Exactement, à la fin. À la fin, en réalité, ça finit souvent par une histoire d'amour. Et il y a une histoire d'amour qui est très belle, mais est-ce qu'il y a eu des cas réellement d'espionnage ou d'infiltration par les services secrets allemands? Alors, pas dans... Ça existait, bien sûr, mais... Chez ces femmes? Non, dans ces femmes, non. Alors, donc, elles vivent en caserne, elles sont accueillies plus ou moins bien par les Anglais civils ou militaires, et puis suivent les combats, suivent le déplacement de la guerre et du centre de décision. Elles vont passer à Alger, elles vont passer à... Certaines d'ailleurs seront engagées du côté des troupes en Afrique du Nord. Et puis, c'est le débarquement, elles participent au débarquement, et c'est la libération de Paris. Et là, c'est le retour à la France. Et là, vous dites... une joie profonde de retrouver la France, de retrouver Paris, mais une joie qui laisse toutefois vite place à un sentiment de malaise, à mesure que les envies, les rancunes, les haines, accumulées pendant l'occupation remontent à la surface. Que penser de ces rumeurs d'exaction, de règlement de compte? Que répondre à ceux qui reprochent aux résistants d'être dehors la loi? Comment ne pas être choqué par ceux qui considèrent que la guerre est finie à partir du moment où Paris est libéré? Et là, pour les femmes en uniforme, le malaise vient aussi de l'attitude d'une armée qui ne semble plus savoir quoi faire d'elles. Donc elles se retrouvent, les pauvres, en étau entre une armée qui s'interroge sur son propre destin, et donc les siennes, et une population civile qui, elle, a considéré que la guerre est terminée, avec la difficulté de raconter ce qu'on a vécu quand on arrive en France et que personne ne peut reconstituer. Et comment vivent-elles ce moment-là ? Alors, chez ces femmes, il y a une angoisse, en fait, dès 1940. Dès 1940, parce qu'elles sont en Angleterre et c'est la France qui est occupée. Et donc, elles craignent, dès 1940, ce moment où elles vont rentrer en France et où, nécessairement, vont rentrer en contact deux expériences de la guerre qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La leur, qui comprend ses souffrances et ses difficultés, et puis celle des gens qui ont vécu l'occupation et qui ont souffert. Et effectivement, elles réalisent, en arrivant en 1944 en France, que voilà, il y a un gros décalage entre leurs expériences, les attentes, la libération qui aurait dû signifier uniquement la fête, mais la libération, d'abord la guerre n'est pas finie, et puis la libération c'est aussi un pays qui a énormément souffert, dans lequel les privations sont très fortes. Donc voilà, il y a de ce point de vue-là un vrai malaise. Et puis effectivement, la libération, ça veut dire l'armée française se reconstitue. Et l'armée française n'a fait appel finalement à elle que quand elle manquait d'hommes. À partir de 1944, elle ne manque pas à strictement parler d'hommes. Et donc, l'armée ne sait plus trop quelle place leur donner. Alors,
certaines vont quitter l'armée assez désabusées dès ce moment-là, et puis d'autres vont s'accrocher et vont demander en fait à accompagner l'armée plus loin. Au départ, par exemple, il est totalement exclu qu'une femme mette un pied en Allemagne. Voilà. Et puis finalement, on en a besoin, un peu comme et donc elles vont aller jusqu'au bout. Donc elles auront été plus qu'un homme en moins, ou qu'un homme en plus. En plus, voilà, elles auront été au moins ça, oui, au moins ça. Et donc, après la guerre, que deviennent ces femmes? Déjà, à la Libération, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui quittent le service, quittent le corps? Et après la guerre, que devient cet esprit de féminisation militaire, qui n'est pas nouveau? Il y avait des infirmières en 14, il y avait des cantinières sous Napoléon. Là, il y a un corps qui apparaît avec la libération de la France. Et qu'est-ce qui se passe après la guerre? Alors, à la fin de la guerre, la petite unité londonienne, 600 femmes, en fait, s'est fondue dans une unité plus grande, qu'on appelait à l'époque les AFAT, et c'est environ 15 000 femmes quand même qui servent dans l'armée française à la fin de la guerre, avec vraiment un statut militaire. Ce sont des militaires. Et l'armée va mettre du temps à reconnaître qu'elles ont effectivement été militaires, et pas simplement qu'elles ont porté un uniforme. Il faudra attendre 1951 et les années qui suivent pour que l'armée accepte effectivement de leur reconnaître ce statut de militaire. Bon, merci infiniment Sébastien Albertelli d'avoir éclairé ce pan obscur, ignoré de la Deuxième Guerre mondiale et de l'histoire de la France combattante dans la Deuxième Guerre mondiale. Avec vous, nous découvrons les femmes des années 40, comme nous avions découvert avec Michel Sardou, les femmes des années 80. Vraiment, je vous recommande la lecture de cet ouvrage. Elles ont suivi De Gaulle, et effectivement, elles l'ont suivi. Bon apéro.